خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الله والسلام عليكم. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous nous regardez bien? Ça va, normalement vous me voyez bien comme ça. Normalement il faut que je vous filme les. اهلا خالتي خواتاتي, comment ça va? مرحبا بكم. Nous prévenons les gens que tu passes en live. Allez, TikTok me dit que nous prévenons tes utilisateurs que tu passes en live. Eh ben, merci beaucoup, mon cher TikTok. J'espère que c'est pas trop tard. De toute façon, c'est bon. Il est 23. Il faut veiller maintenant, les amis. C'est la fin de l'année. Il faut veiller un peu. Allez, bonsoir tout le monde. Est-ce que. À la Kouvna. J'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour une nouvelle soirée de décryptage et de débat sur les dessous de l'actualité algérienne. Azoul Fellaouen, Azoul Fellak, partagez, tapotez, partagez s'il vous plaît. Allez, partagez. Il me demande de... C'est quoi ça? TikTok me demande de live, de cliquer sur des choses. Bien joué, tes récompenses, je sais pas. Qu'est-ce qu'il me propose comme récompense? Bon, allez, on verra ça après. Je ne maîtrise pas totalement à 100% TikTok, mesdames et messieurs. Yannis, tu n'as plus d'argent. Directement, pour les impôts, pour... On est obligé, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de nous donner des cadeaux. On ne vous demande pas des cadeaux, on demande votre interactivité, des questions, des réponses, un débat. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai plus d'argent que l'État algérien. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait l'État algérien hier, concernant le droit de change. Si vous voulez, on va débattre de cette question. Ce qui s'est passé hier, c'est très grave. C'est très très grave. Les autorités algériennes ont exclu les pauvres Algériens, les chômeurs algériens, les retraités algériens et plusieurs personnes qui n'ont pas des capacités financières suffisantes pour avoir les 750 € d'allocation touristique. Donc, cher Yanis, je pense que tu devrais t'inquiéter davantage pour l'État algérien. Mehdi, tu t'habitues au TikTok, j'apprends mon cher Mehdi, j'essaie d'apprendre. Tu connais rien, arrête de dire des bêtises. Bah écoute... Allez, مرحبا بكم يا جماعة الخير, مرحبا بكم, أهلا وسهلا, allez, que tout le monde puisse, que tout le monde monte, que tout le monde essaie de nous rejoindre. J'espère que vous n'êtes pas fatigués ce soir. Azoul Fellak, Azoul Fellaouen. J'espère que vous vous portez bien. Allez l'équipe, tu es beau gosse aujourd'hui, merci, coiffure. Allez, merci beaucoup. Ouais, très bon sujet, effectivement, la location touristique. Dire l'affaire, surtout mon mari dans mon montage, c'est tout dire l'affaire. Tu es bien placé pour la comprendre. Aya Jma'a, marhaba bikoum. Est-ce que j'aime bien le président Sisi l'Égyptien? On en parlera. Non, j'aime pas particulièrement le président Sisi. J'ai un regard très critique sur l'Égypte, mais je pense que le président Sisi n'a pas uniquement un mauvais bilan en Égypte. Merci de libérer la parole et d'apporter un peu plus de lumière sur les sujets bien sombres. Merci beaucoup TikTok, KZ, Quiz. Merci beaucoup. Nous sommes justement en train d'essayer de débloquer, de lutter contre les tabous, les non-dits, l'obscurité, les silences trop sombres qui entourent les véritables sujets de l'actualité algérienne. Et c'est important pour nous de libérer la parole effectivement et de vous offrir une information libre et indépendante et surtout une analyse correcte, loin de tout sensationnalisme, loin de la culture du buzz, loin de la calomnie et de la diffamation, juste de l'information et de l'analyse sur des faits réels et en toute liberté pour vous aider à vous forger votre opinion. Merci de monter, Ejma. Allez, rejoignez-nous, que tout le monde... Antoine Muller, est-ce que tu fais du sport? J'adore Muller, qui est un grand joueur du Bayern. J'aurais aimé faire plus de sport. J'essaye, mon cher ami. J'essaye. Allez, chaque opposition constructive à prendre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Marhaba bikum ya jma'at al-khair. Ahlan wa sahlan. Allez, tapotez l'équipe. Voilà, merci de quelqu'un de tapoter.
le sujet de cette soirée. Il y aura plusieurs sujets, Médo, plusieurs sujets. Carnet de voyage, Abdou Samar a clamé haut et fort quand il était déjà en Algérie. C'est pour ça, effectivement, t'as que ça, carnet de voyage. Voilà, moi, j'ai pas attendu l'exil ou les opposants de la 25e heure. Nous, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du journalisme dans des conditions très compliquées en Algérie. J'ai fait de la prison en Algérie. Les gens oublient que j'ai commencé à partir de zéro en Algérie. Moi, je suis pas né ici, je n'ai aucun lien avec la France. On m'a toujours contraint. On m'a contraint d'être là, je suis contraint d'être là. On m'a chassé de mon pays. Moi, j'aurais aimé pouvoir faire ce live depuis l'Algérie, depuis Alger, Oran, Skikda ou Annaba ou je sais pas moi, Tlemcen, etc. Je n'ai pas fait le choix d'être là. J'ai subi le choix d'être là. Et merci Carnet de voyage de nous rappeler notre parcours quand même. Ce qui fait notre légitimité, c'est que nous avons exercé en Algérie, nous avons été façonnés en Algérie, nous avons créé notre média en Algérie, nous avons fait nos sources en Algérie, nous avons démontré nos compétences et notre parcours, et nous avons un parcours en Algérie, et nous avons obtenu, obtenu des victoires en Algérie, nous avons accompli des réalisations en Algérie. Là, cet exil n'est qu'une contrainte que nous essayons de gérer et qui nous empêche pas d'ailleurs de faire du journalisme. Allez, à l'époque de Bouteflika, c'était plus libre, c'était pas que plus libre, c'était plus joyeux, plus libre, et plus intéressant plus intéressant. On va attendre un peu que tout le monde puisse monter. Après, on va attaquer les questions. Abbas et Madani. Marhaba bikom. Ahlan wa sahlan ya l'équipe. Vous êtes un peu fatigué ce soir, hein? Ça se voit que vous êtes un peu fatigué. C'est quoi les meilleurs jours pour vous pour les lives? Allez, dites-nous, faites-nous des propositions. C'est quoi les meilleurs jours et c'est quoi les meilleurs horaires? Est-ce qu'il y a des journées spécifiques que vous nous conseillez pour faire des lives, ou est-ce qu'il y a des moments spécifiques durant lesquels vous nous conseillez de faire ces lives sur TikTok? Les week-ends, Mahdi, ok, mais les week-ends samedi, dimanche, ou le week-end occidental, ou le week-end algéro-musulman, avant vendredi, samedi? Vendredi soir, jeudi 22h, vendredi Saïd Benim, samedi soir. Les horaires, c'est 19h, 21h. L'essentiel, c'est le contenu plutôt le soir. Voilà, merci, brave. Je ne sais pas, quand je ne maîtrise pas encore l'outil TikTok. De toute façon, tous nos lives TikTok, vous allez les retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube, notre chaîne officielle Abdou Samar. Donc, pour celles et ceux qui ont raté notre live TikTok, ils peuvent nous retrouver sur YouTube. Et voilà. Salam alaikum tout le monde. Farid, jeudi, vendredi. Ok, je note. Peux-tu une réussite de l'Algérie depuis la date de la création de l'Algérie? Bah oui, bien sûr, il y a une réussite de l'Algérie. La lutte contre l'analphabétisme, la lutte contre les inégalités sociales, les constructions de logements, la création de plusieurs aides sociales, la lutte contre la pauvreté, l'économie, la dimension sociale de l'économie algérienne, la lutte contre l'extrême pauvreté et la misère sociale. Bien sûr, il y a plusieurs réalisations, mon cher ami. Il n'a pas été créé en 62, l'Algérie. Oui, et l'Algérie n'a pas été créée en 1962. C'est l'Algérie, l'État algérien tel que nous connaissons aujourd'hui. L'Algérie, elle existe depuis l'Antiquité, l'Algérie, elle existe depuis Yugurta et Massinissa, depuis la Numidie. Il y a certains chers Marocains qui veulent nous taquiner sur notre histoire, mais que les Marocains et les Marocains se rassurent, nous avons une histoire aussi ancestrale que le Maroc, et il n'y a pas de supériorité historique, ni du Maroc au détriment de l'Algérie, ni de l'Algérie au détriment du Maroc. Soyons sérieux, s'il vous plaît, et passons aux choses sérieuses. Ahlan wa sahlan ya jama'at al-khair, marhaba bikum. Alors, pourquoi vous êtes plus de 5 millions chez l'ancien colon? Je me pose la même question, mon cher ami, mais je pense qu'il y a autant de millions de Marocains aussi à l'étranger. Il y a 1 million de Marocains en Espagne, plusieurs centaines de milliers de Marocains, presque 500 000 Marocains en Belgique, plusieurs milliers de Marocains aussi en Hollande, au Canada. On pourrait dresser le même constat pour le Maroc, alors que le Maroc, c'est parce qu'on n'a pas une histoire ancestrale. Les Indiens, ils sont des millions d'Indiens en Angleterre, aux États-Unis, etc. Ça n'empêche pas de l'Inde d'être une grande civilisation, d'avoir une grande histoire. Ça n'a rien à voir. Les Algériens ont fui leur pays parce que dans leur pays, il y a des injustices et de la pauvreté et des inégalités, tout comme le Maroc. Marhaba bikum ya jama'a.
Ahlan wa sahlan. Ah bah si, il y a des Marocains en Espagne. Le Maroc, l'Espagne a bel et bien fait la guerre au Maroc, mon cher ami. Ah, ya marhaba bikum ya jama'at al-khair. Pourquoi les États-Unis n'ont pas décidé de sanctionner le régime algérien? On répondra à cette question. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum. Ça monte, allez, ça monte. Allez, 22h48. On va commencer à 22h55. Non, 22h52. Allez, à quelle heure, à quel moment on va commencer? 23. Abdou, tu illumines ma lanterne, masha'Allah. Merci beaucoup, frère Karim. Ça fait plaisir. J'espère illuminer la lanterne de plusieurs autres personnes. Ah, ya jama'at al-khair. Marhaba bikum. Allez, on commence. Allez, par quelle question on commence? Allez. On commence à 23h. On continue à faire des salam alek un peu, on discute un peu. Allez. Allez, tu vas faire monter de la contradiction, mais bien sûr, vous pouvez me contredire, Miss M-I-C-E, bien sûr, je suis là pour vous. Regardez, j'essaie de contredire des contradicteurs marocains, j'essaie de débattre avec eux. Il n'y a pas de problème. Pourquoi avez-vous arrêté de critiquer la corruption des entreprises de BTP turc? Pas du tout, mon cher Fada. Moi, j'ai jamais arrêté de critiquer les BTP des corruptions. Je critique sur une base factuelle. Je fais des enquêtes. Quand j'ai des informations fondées, qu'on fait mes recoupés, je vais critiquer. Je vais pas commencer à critiquer juste pour critiquer. Je suis pas une personne âgée qui s'emmerde, qui critique et qui fait de la médisance. Nous faisons du journalisme, pas de la médisance. Le journalisme est d'abord obtenir des faits, confirmer des faits, ensuite les recouper et par la suite les relater. Walker, Abdou, pourquoi les Algériens restent dans le pays qu'ils critiquent tellement? C'est une très bonne question. Mais les Algériens sont râleurs, exactement comme les Français. Alors, les Algériens qui sont en France, c'est quand même, il y en a beaucoup qui sont français aussi. Donc, ça va être compliqué pour eux de quitter aussi leur propre pays. Mais je pense qu'il y a le même phénomène chez les Marocains. Il y a des Marocains qui vivent en Espagne qui critiquent l'Espagne. Il y a des Marocains en Hollande qui critiquent, voilà, il y a des Égyptiens qui sont dans les pays du Golfe qui critiquent les pays du Golfe. Voilà. Après, il y a une particularité dans les relations franco-algériennes. C'est vrai qu'il y a certains Algériens qui abusent. Ils passent leur temps à critiquer la France au lieu de lutter pour avoir leurs droits et de mieux se positionner en France. Mais ça, c'est un sujet. Sydney, tu dois parler. Mehdi. Il y a Mehdi. Sydney, c'est très loin de nous. Il y a des médias australiens très indépendants. Là-bas, en Australie, les journalistes ne sont pas condamnés à mort. Il n'y a pas de détenus politiques. Il n'y a pas de détenus, il n'y a pas de l'oppression des libertés publiques individuelles. Je crois qu'il y a suffisamment de grands médias australiens et de médias internationaux pour pouvoir parler de l'Australie. Je pense que les problèmes du Maghreb et de l'Algérie en particulièrement nous prennent beaucoup d'énergie et de temps. Et peut-être c'est la priorité, n'est-ce pas? Antoine Muller, tu as énormément grossi. Merci Réa Muller. Merci beaucoup. Si tu veux être mon médecin traitant, je serai preneur. Vraiment preneur. Aïe, Ajma, comment ça va? Mais tu pourrais rentrer quand en Algérie? Dès que possible. Dès que le régime Tebboune va dégager, moi je vais rentrer. L'Ardoise, hey, joyeux Noël, l'Ardoise. Bonsoir Abdou, ça a été Azer Tazer. Comment vas-tu Azer Tazer? Ça fait plaisir de te retrouver. Bonsoir Abdou, ça a été ta journée. Passe le bonjour à ceux qui t'accompagnent, notamment ton épouse. Merci beaucoup Azer Tazer. Très gentil de ta part. Vieux loup, Abdelrahman, y a-t-il relation Alger et Tel Aviv? Il n'y a pas de relation particulière entre Alger et Tel Aviv. Il y a eu des relations secrète dans les années 90, avant les années 90, au début des années 2000, entre les appareils sécuritaires, entre les appareils diplomatiques. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de relation. Le régime algérien n'est pas contre la normalisation avec Israël dans l'absolu. Il aimerait que la question palestinienne soit résolue. Parce que le problème du régime algérien, c'est l'utilisation de la question palestinienne, elle est fondamentale pour lui. Parce que ça lui permet de réprimer les libertés publiques et individuelles, d'utiliser la Palestine pour empêcher l'opposition démocratique, d'utiliser la question palestinienne pour faire de l'ombre aux problèmes de développement, aux problèmes d'injustice, aux problèmes d'oppression politique dans le pays, et pour dire aux Algériennes et aux Algériens, regardez à Israël, le grand méchant qui nous menace, qui peut nous envahir, le sionisme, l'alliance sioniste, l'international sioniste qui veut menacer le pays, son intégrité, son unité nationale.
Le régime algérien, ça ne l'arrange pas de se réconcilier avec Israël. Comme ça ne l'arrange pas en ce moment de se réconcilier avec le Maroc ou avec les Émirats, parce qu'il a besoin d'ennemis extérieurs. Les dictatures absolutistes ont besoin d'ennemis extérieurs pour justifier la répression, la persécution de leur peuple, et pour justifier la chape de plomb, et pour justifier l'ordre sécuritocrate, c'est-à-dire cette emprise sécuritaire sur le pays. Donc ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie d'établir des relations. Le régime algérien, plus il a d'ennemis à l'extérieur, plus ils sont réjouis, il essaye de les utiliser pour réprimer l'opinion publique nationale et pour la faire taire et pour l'empêcher de s'exprimer ou pour tout simplement empêcher toute contestation populaire en utilisant chaque fois la menace des puissances étrangères ou la menace d'un ennemi extérieur contre la sécurité nationale et l'intégrité nationale et l'intégrité du territoire national. Bravo à toi mon frère, je suis marocain et je te suis. Merci beaucoup Texaha. احنا نحبوكم ثاني كالمغاربه مرحبا بكم كنموت عليك كنبغيك. La fameuse banque étrangère, exactement. La baisse des prix du pétrole, on va en parler. Alors, Abbassi Madani qui me dit pourquoi les États-Unis d'Amérique n'ont pas décidé de sanctionner le régime algérien. Il n'y a pas de problème particulier entre le régime algérien et les États-Unis d'Amérique. L'Algérie, c'est pas le Venezuela pour les États-Unis. L'Algérie ne pratique pas une politique anti-américaine, au contraire. L'Algérie essaie de pratiquer une politique pro-américaine. Elle a toujours été conciliante à l'égard des États-Unis d'Amérique. Elle a toujours été une puissance régionale. Elle a essayé, en tout cas avant Tebboune, elle était vraiment une puissance régionale équilibriste et pragmatique qui avait autant d'amitié avec la Russie et la Chine qu'avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi voulez-vous que les États-Unis d'Amérique sanctionnent l'Algérie ? En quoi l'Algérie menace les intérêts américains? Au contraire, dans les hydrocarbures, il y a des compagnies américaines, il y a une coopération sécuritaire à travers les services de renseignement, aujourd'hui il y a un dialogue, une coopération militaire, il y a une coopération politique, pas du tout. Les États-Unis n'ont pas du tout une mauvaise perception de l'Algérie, au contraire, ils perçoivent l'Algérie comme l'un des piliers de la stabilité de la région, et le développement de l'Algérie, ou la stabilité de l'Algérie, la sécurité de l'Algérie, arrange totalement les intérêts des Américains. Parce qu'ils savent très bien que l'Algérie ne sera jamais à 100% pro-russe, elle ne pourra jamais être 100% pro- et chinoise, parce que c'est un pays névralgique et important, et dans la doctrine traditionnelle, et d'être équilibriste dans ses relations internationales. Tebboune a essayé de faire le virage russe et le virage chinois, il a échoué parce qu'il s'est fait rejeter par les Russes et les Chinois, il est revenu comme un toutou pour essayer de draguer les Américains. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Quelqu'un me dit, penses-tu que les Français... Alors, Soji King, penses-tu que les Français ont lancé une cabale médiatique contre l'Algérie? Non, je dirais pas les Français. Certains mouvements politiques français, oui, ils ont un problème avec l'Algérie, il y a des nostalgiques de l'Algérie française, il y a des mouvements extrémistes qui utilisent les thématiques de l'immigration, et comme la communauté algérienne, c'est la première communauté de migrants en France, bah, ils utilisent l'Algérie, les problèmes politiques avec l'Algérie, pour des agendas électoralistes et pour des problèmes des problèmes politiques internes en France, et pour draguer l'électorat populaire ou pour terrifier la population française et la manipuler en lui faisant croire que c'est les étrangers qui sont à l'origine de tous les problèmes de la France. Et c'est certains courants politiques français, ce ne sont pas tous les Français. Faut arrêter. Il y a des partis politiques français qui sont très amis de l'Algérie, il y a des intellectuels français, il y a une presse française, il n'y a pas que des médias anti-algériens. Et puis je rappelle qu'à l'époque du régime de Bouteflika, on avait des relations beaucoup plus harmonieuses et que le courant anti-algérien en France était beaucoup plus faible. Tebboune, comme avec le MAC, les bêtises, sa brutalité, son agressivité, sa gestion, son chantage, le chantage migratoire. Tebboune, il fait du chantage migratoire à la France, bloquer les laissez-passer consulaires, refuser les expulsions et le refoulement des migrants algériens au profil dangereux qui ont fait des actes de délinquance ou des actes de criminels sur le sol français, utiliser des influenceurs algériens pour appeler à des agressions, pour semer l'insécurité, kidnapper, essayer de tuer les opposants algériens en France. Et le régime Tebboune, il a fait quand même pas mal d'incartades qui ont alimenté un sentiment algérien, qui ont des dérapages et des dérives qui ont été vécus comme étant une agression contre l'ordre établi et la sécurité de la France, ce qui a permis au courant anti-algérien de surfer sur les tensions politiques entre l'Algérie et la France et donc de prospérer, de se renforcer, de monter en puissance. Rappelez-vous Bruno Retailleau, avant la crise en Algérie, qui entendait parler de Bruno Retailleau avant la crise entre l'Algérie et la France? Personne.
Personne n'entendait parler de Bruno Retailleau, c'était un personnage politique totalement méconnu. C'est la crise avec l'Algérie qui l'a fait connaître, qui l'a révélé, qui lui a permis de devenir le président des Républicains, qui lui a permis de rester ministre de l'Intérieur pendant assez longtemps, et qui lui a permis d'être classé aujourd'hui parmi les 4 ou 5 personnalités politiques les plus connues de France. C'est grâce à l'Algérie. On dirait peut-être à cause de Tebboune. Grâce à l'Algérie, à cause de Tebboune. Tebboune l'a diabolisé, il a parlé de lui, il a fixé comme condition sine qua non de normalisation des relations avec la France le départ de Bruno Retailleau. C'est exactement ce qu'on a fait avec le MAC. C'est-à-dire prendre un ennemi, se faire fabriquer un ennemi, lui donner une dimension beaucoup plus importante que ce qu'il mérite, s'en prendre à lui et développer à son égard une approche très brutale, très agressive, très belliqueuse. Et à la fin, cet ennemi, il grandit, il prend de l'importance parce que le conflit que l'Algérie entretient à son égard, il devient sa matière première, il devient sa matière nourricière quelque part. Mais il faut arrêter de dire que tous les Français sont pas anti-algériens. Il y a beaucoup de Français qui aiment l'Algérie, qui sont des amis de l'Algérie. Après, il y a des problématiques locales en France, des problématiques d'intégration ou d'assimilation, parce que les Français, ils aiment l'assimilation, ils bouge l'intégration. Est-ce qu'on devrait, nous aussi, ne pas se concentrer sur notre pays et ne pas immigrer tout le temps et peut-être reconstruire notre pays et le transformer en paradis? Parce que c'est un paradis qui est malheureusement gâché, qui est saboté, qui est meurtri. Ça, c'est aussi un autre débat qu'on pourrait tenter. Allez, montez les cœurs s'il vous plaît. Attends, je suis les cœurs, attends, je suis les cœurs, tapoter, partager au maximum. On essaye d'être le plus. Attendez, je vais cliquer sur ce que TikTok me demande de faire. Non, pas terminer le live, là, je réfléchissais à nouveau, non. J'ai failli mettre fin au live. Il y a Samy qui demande qui a tué Jamel. Jamel Ben Smaïl. Est-ce que vous avez vu notre émission tout à l'heure? S'il vous plaît, regardez notre émission de tout à l'heure. S'il vous plaît. Elle a été diffusée il y a de cela 3 heures. Je vous la montre encore une fois. Elle est vraiment importante. La voilà. Nous avons lancé une nouvelle enquête sur le meurtre abject de Jamel Ben Smaïl. Nous préparons plusieurs épisodes avec les témoignages inédits des condamnés à mort dans l'affaire de Jamel Ben Smaïl qui sont à l'étranger. Il y a 3 condamnés à mort qui ne font pas partie du MAC, qui étaient tous des habitants de la Kabylie, notamment de la wilaya de Tizi Ouzou, des environs de l'Arba'ana Firathan. L'émission que nous avons réalisée tout à l'heure sur un autre plateau. Les confessions inédites des condamnés à mort dans l'affaire de Jamel Ben Smaïl. Il faut absolument la voir. Vous avez l'histoire extraordinaire de 2 jeunes Kabyles qui n'ont même pas été sur le lieu du drame. L'un était à Oran en train de préparer sa harga pour partir, pour rejoindre l'Europe et pour fuir l'Algérie. Le deuxième, il était avec ses parents parce qu'il était atteint apparemment de coronavirus Covid-19, où après il participait au moment du drame à des tentatives d'extinction de feu qui ravageaient des villages de la région de la Bana Firathan. Et malgré cela, de toute façon, on va repartager quelques extraits de cette émission sur notre chaîne TikTok. Et malgré cela, ils ont été inculpés de 25 crimes, dont atteinte à la sécurité nationale, meurtre avec préméditation, déclenchement des feux de forêt, des crimes qui n'ont rien à voir, des crimes hallucinants, alors qu'ils n'étaient même pas présents. Ils n'ont aucun lien, ni de près, ni de loin. Oui, sur YouTube, Ajma. Oui, sur YouTube. L'émission, a été diffusée sur YouTube. Vous pouvez la voir. Ils n'ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la scène du crime, avec le déroulement du crime. Franchement, regardez, vraiment, c'était avec Atman, justement. Massi Yassine, nous attendons la suite, comme promis. Farid 06, il a bien vu cette émission. Est-ce que Farid, tu peux nous partager sur le live tes commentaires et tes impressions sur cette émission importante, parce que nous avons recueilli les témoignages exclusifs c'était un plateau exceptionnel, un plateau de condamnés à mort. Un condamné à mort et 2 invités condamnés à mort. La Corée du Nord, il n'y a pas un tel plateau. En Corée du Nord, ils n'ont pas fait une émission avec 3 condamnés à mort en même temps. On a battu le record. Ils n'ont même pas été sur place. Ils n'étaient même pas présents sur la scène du crime. Il n'y a aucun lien entre eux et les auteurs du crime. Et on les a inculpés parce que ils étaient soupçonnés d'avoir de la sympathie pour le MAC. Et tu peux être sympathisant du MAC, ça ne fait pas de toi le criminel ou le tueur qui a tué Jamel Ben Smaïl. Ça n'a aucun sens. Delissi Yassine, par l'un de ses témoins, était à Oran. Il était à Oran pendant plusieurs semaines. Il cherchait à fuir le pays en rejoignant en trouvant une place dans une barque de Haraga.
Le deuxième, c'est encore plus incroyable, Massinissa, qui est un artiste, qui est un metteur en scène, qui a participé au Festival d'Avignon, etc. Il n'a jamais été inculpé. Il a été auditionné par les juges, par les services de sécurité, ils l'ont toujours maintenu en liberté. Dans le dossier judiciaire, ils l'ont inscrit comme étant un détenu, comme s'il était en prison, alors qu'il n'a jamais été emprisonné. Il a quitté le pays via un aéroport, le plus normalement du monde. 2 mois après, il apprend qu'il a été condamné à mort. Abbas Madani parle des sanctions que Rubio avait menacées avant Trump pour qu'ils n'ont pas changé d'avis. Pour une raison simple, c'est que Abdelmajid Tebboune s'est éloigné de la Russie. À l'époque, Marco Rubio, qui est l'actuel ministre, l'équivalent de ministre, chef de la diplomatie américaine, chef du département d'État, il avait signé une pétition. Je dis bien une pétition contre les autorités algériennes, appelant les États-Unis d'Amérique à l'époque de Joe Biden. Aujourd'hui, Marco Rubio est secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Il a réclamé des sanctions contre les autorités algériennes et le régime Tebboune parce que le régime Tebboune achetait beaucoup d'armes à la Russie. Il était très proche de la Russie et il était en train selon Marco Rubio, il était en train de financer l'effort de guerre russe. Donc, il avait réclamé des sanctions. Mais la situation a changé, puisque... Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle que Abdelmajid Tebboune s'est éloigné de la Russie. Depuis 2024, les relations sont très froides, très tendues avec la Russie. L'Algérie de Tebboune a pris ses distances vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il n'y a plus de visites d'État importantes, il n'y a plus d'échanges importants. L'Algérie n'a pas été acceptée par la Russie et la Chine au sein des pays des BRICS. Abdelmajid Tebboune n'a même pas participé aux commémorations des 80 ans de la fête de la victoire durant cette année 2025 à Moscou. Et ben voilà, et c'est tout. Il n'y a pas eu l'Algérie, elle a pris ses distances vis-à-vis de la Russie. Donc Marco Rubio, il a complètement revu ses positions très critiques à l'égard du régime algérien. Allez, on continue. Baisse de prix de pétrole. 63 $. Le pétrole n'est même pas 63 $, il est à 59 aujourd'hui, mes amis, à moins de 60 $. Ou dernière comme une émission aujourd'hui, il faut la voir, il faut nous suivre. Il faut suivre nos émissions sur YouTube, elles sont importantes. Nous avons réalisé notre émission, la voilà, avec des graphiques, le dernier rapport de la Banque mondiale, avec l'émission intitulée « La richesse grâce au pétrole et le gaz, c'est officiellement fini ». C'est officiellement fini depuis 2025. Il faut revoir cette émission, s'il vous plaît. Elle est vraiment importante puisque nous avons montré nous vous avons montré des productions de l'Algérie, 150 000 et 500 000. C'est très peu. Donc on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est pour cette raison, dans ce contexte mondial, les recettes... Cette émission, en utilisant les données officielles confirmées par le gouvernement algérien auprès des experts de la Banque mondiale, nous avons expliqué que le pétrole ne ramène plus assez d'argent. Il faut savoir que le pétrole et le gaz ont ramené même pas l'équivalent de 45 milliards de $ et quelques en 2024 à l'Algérie. C'est très peu pour un pays de presque 50 millions d'habitants, les 40 millions d'habitants. Cette année, on s'attend des recettes inférieures à 40 milliards de $. Et dès qu'on a 40 milliards de $ de recettes d'exportation du gaz et du pétrole, on est vraiment des champions. C'est largement insuffisant pour répondre. Nos importations ils ont dépassé les 50 milliards de $. Les importations de l'Algérie, il faut une soixantaine de milliards de $ de recettes pour pouvoir les couvrir. C'est-à-dire pour pouvoir importer les matières premières agricoles, les vêtements, les machines, les pièces détachées, tout ce qui est nécessaire pour maintenir le fonctionnement de l'Algérie. Nous avons expliqué que la production du pétrole en Algérie, elle s'est affaiblie. Elle est à moins de 1 million de barils depuis plusieurs années, notamment depuis 2022, depuis déjà 2019 et depuis 2022. Et notre capacité d'exportation, c'est 450 000, 500 000 barils par jour, à tout casser. C'est très très peu. Et la consommation locale, elle augmente, et la production, elle baisse. D'ici 2030, l'Algérie ne sera plus un pays pétrolier important. On pourra à peine exporter 200 000, 300 000, voire même 100 000, 2031, peut-être 2032, comme le Gabon ou la Guinée équatoriale. C'est vraiment
comment dirais-je, c'est très insignifiant. Le pétrole, le pétrole comme le gaz ne sont pas des énergies renouvelables, ce sont des énergies épuisables. Et ça, les Algériens et les Algériens n'arrivent pas à les comprendre. Allez, en continue. Des fois, j'ai des doutes envers toi, Abdo. Bref, Nabil, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as autant de doutes envers moi? Et qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses douter de moi? Je te laisse la canne, tu as de doutes envers moi. Explique-moi. Laisse-moi répondre, laisse-moi t'éclaircir, laisse-moi répondre à tes doutes. Roxo Blexian, pourquoi l'Algérie s'est éloignée de la Russie ces dernières années, malgré des décennies de coopération? À cause de la guerre en Ukraine? Non. Merci beaucoup, Rocco Bloxian. Rocco Bloxian, l'Algérie s'est éloignée de la Russie parce que l'Algérie a été déçue des choix diplomatiques et des choix politiques et des choix géostratégiques russes qui sont contraires aux intérêts de l'Algérie. En Libye, la Russie elle soutient le camp de Maréchal Haftar qui est anti-algérien. Au pays du Sahel, l'Algérie appuie le Mali et l'Alliance des États du Sahel qui est clairement anti-algérienne et qui ne veut pas de l'algérance, de rayonnement et de l'intervention de l'Algérie dans la région. La Russie, elle est complaisante à l'égard du Maroc, elle n'éprouve pas la politique anti-marocaine et marocophobe du régime Tebboune. La Russie, elle est amie avec les Émirats Arabes Unis qui sont désignés par le régime Tebboune comme un ennemi hostile qui menace, qui complote contre la sécurité nationale. Et la Russie n'a pas voulu parrainer ni accepter l'Algérie au sein des pays des BRICS. Voilà. Et en plus, la Russie et Tebboune, c'est deux visions du monde complètement différentes. Les Russes ont compris que Tebboune était un chef d'État instable, pas très compétent, pas brillant, médiocre et qui n'est pas fiable, puisqu'aujourd'hui, تعرفوا هذاك اللي يبكي مع الذئب ويشطح مع الناقة ولا كيفاش يقول البروفيب الجيريان يبكي مع النعجة ويشطح مع الذئب. هذا هو تبون. Un jour il est pro-russe, le lendemain il est pro-français, après il est pro-américain, après il est pro-chinois, il n'a aucune fiabilité. Il n'a pas de cohérence dans sa politique internationale. Donc il n'est pas digne de confiance. Poutine a compris qu'il n'est pas digne de confiance. Tebboune Maandouj, il n'a pas d'alliés. Il ne peut pas construire des alliances parce qu'il ne s'investit pas dans ces alliances et il donne un engagement qu'il ne respecte pas. Il n'hésite pas à surfer ou à flirter avec l'ennemi de l'allié avec lequel il a conclu un accord. Voilà, grosso modo, les principales raisons. Je schématise bien sûr, mais il y a des divergences majeures entre l'Algérie et la Russie, notamment dans le dossier libyen, dans le dossier du Sahel, dans le dossier marocain, dans le dossier des Émirats Arabes Unis, dans le dossier des pays BRICS, dans le dossier de la gestion du gaz, etc., etc. Ah, il y a un Nabil, il m'a dit, celui qui a dit qu'il avait des doutes envers moi. Alors, qu'est-ce que je t'ai fait, mon cher ami? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Marhaba bekom, max de partage s'il vous plaît, vous êtes fatigué un peu ce soir. Hein? Et là vous êtes fatigué, on va pas tarder alors. Hein? Abdou, je t'aime moi. Merci Khoya Mounir. Allah, c'est un les Marocains Allah, j'ai envie de venir voir la CAN. Je vous assure que j'ai envie de voir la CAN, mais les prix sont très chers les amis chez vous au Maroc. C'est trop cher les Airbnb, les voitures, les billets. Ah les amis, à pratiquer des prix. Le Maroc des fois il est plus cher que l'Espagne. Il est souvent, pour ne pas dire régulièrement, plus cher que l'Espagne. Mounir, est-ce que tu peux pas nous trouver un plan intéressant s'il te plaît? Et est-ce que tu peux pas nous proposer des pistes intéressantes pour venir regarder la CAN? Fais monter les intervenants avec toi, Abdo. Ya Mauritanus, tu le demandes chaque soir. Asbar, Ya Mauritanus, on maîtrise pas encore l'outil. Khalina, on apprend au moins un mois d'apprentissage. Tu seras le premier. On a inscrit ton nom. On va faire une liste. T'as les personnes les plus crédibles avec lesquelles on va faire des débats en live. Et tu seras le premier Mauritanus, je te le promets. On va sélectionner les gens. Et je suis pas là pour faire du buzz ou dans ou moins de 18 ans. Je cherche pas ça. Soyons sérieux, soyons sincères. Moi, je suis là pour élever le niveau parce que le TikTok algérien, des fois, j'arrive même pas à me connecter. Les insanités, la vulgarité, etc. Non, nous on est là pour essayer de vous offrir une autre alternative, des contenus de meilleure qualité, des contenus de la meilleure qualité possible, des contenus honnêtes, des contenus intellectuellement raffinés et élevés, avec des débats sérieux, des sujets sérieux, un échange fructueux. On n'est pas là pour ça. Mauritanus, un peu de patience.
Un peu de patience, Mauritanie. Tapotez, Ajma. Tapotez, pas tout nation les cœurs. Oh, la monnaie qui nous dit, viens chez moi, Abdo, tu es le bienvenu. Wallah, je te passe la voiture et tout. Ah là, les Marocains, les vrais Marocains. Regarde, ils sont généreux, ils sont sympathiques. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime ce peuple, qu'est-ce que j'aime ce pays. C'est un pays, frère. Franchement, je me sens chez moi quand j'y vais au Maroc. Je dis la vérité. Merci beaucoup, Monia, pour ta gentillesse. Merci beaucoup. Rabbi kon ma'akoum. Et toutes mes condoléances, encore une fois pour la tragédie de sa vie et les dizaines de morts qui ont été déplorés à cause de ces inondations meurtrières. Je suis de tout cœur avec vous. Allez, l'équipe. Je pense que tu dois aller Belhadj. Alors, attends, si quelqu'un il me dit qu'est-ce que tu as avec les Tbessiens? Mais t'as mouchka avec les Tbessiens, Mouradino Choukri. Mais aucun problème. J'ai fait une émission sur le clan de Tbessa. C'est vrai, tu fais référence à un grand. Moi, j'adore Tbessa. J'ai beaucoup d'amis à Tbessa. Il y a juste quelques dirigeants en ce moment militaires et politiques en Algérie qui sont originaires de Tbessa et qui, par, comment dirais-je, ils font, par réflexe régionaliste, ils adoptent, ils pratiquent une politique. Voilà, le clan de Tbessa ou les dérives dangereuses du régime, du régionalisme. Ah, l'émission. Elle a été publiée elle a été publiée récemment, voilà, il a la date. En tout cas, avec le clan de Tbessa ou les dérives dangereuses du régionalisme au sommet de l'État algérien. Merci, madame. Voilà. Regardez, là, voilà, j'ai expliqué. Alors, voilà ce que j'ai dit. Un premier ministre originaire de Tbessa, un ministre de l'Industrie originaire de Tbessa, un PDG de Sonatrach originaire de Tbessa, un PDG du Corps Madar originaire de Tbessa. Il y avait plusieurs hauts responsables du pays qui ont été tous originaires de Tbessa à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on a eu un premier ministre et un personnage important dans les services secrets algériens qui étaient originaires de Tbessa et qui ont imposé le régionalisme au sein des institutions de l'État. Moi, quand on nomme des gens de Tbessa pour leurs compétences, quand on nomme des gens de Tbessa parce qu'ils sont juste originaires de Tbessa et parce qu'ils ont des parents plus haut sommet de l'État qui sont eux aussi originaires de Tbessa, c'est inacceptable. Le régionalisme, qu'il soit de Tbessa, de Kabylie, de Tlemcen, de Marnia, quand on critiquait le régionalisme de Tlemcen à l'époque de Bouteflika, on nous a pas dit qu'est-ce que tu as avec les Tlemcen. Et après, j'aime Tlemcen, j'adore Tlemcen. Mais à un moment donné, il y avait une emprise du régionalisme, des dirigeants, tous originaires de Tlemcen, sur les principales institutions de l'État. En Algérie, on a le problème du régionalisme. Il faut le reconnaître, c'est un tabou. Là, je le casse. En Algérie, le bnéamisme ou le régionalisme. Moi, je suis kabyle, je vais avantager les kabyles. Je suis Tbessa, je vais avantager les gens de Tbessa. Je vais les copter comme ça, ou les Dbladi, ou les village Taï, etc. Il va me renvoyer l'ascenseur, je peux. Et ça, c'est pour la corruption. C'est pour la corruption. Donc, on s'entraide entre nous, on se partage les pots de vin, on exerce de l'influence malsaine, on se fait des interventions, on se serre les coudes ensemble, et voilà. On est alliés dans les mauvais coups. Le régionalisme est à bannir. Le régionalisme est à bannir, s'il vous plaît. Qu'en penses-tu de Ali Belhadj? On en a parlé, Ali Belhadj, il y a 2 jours, on en a parlé. B4-300, merci B4-300 pour la question, mais j'ai déjà répondu. B4-300 d'Ali Belhadj, j'ai déjà répondu. Je respecte le militant qu'il est. Ali Belhadj, je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées. Je combats son projet de société. J'estime qu'il est un rétrograde fanatique et qu'il a joué un rôle important durant la décennie noire et qu'il est l'un des responsables de la tragédie nationale des années 90. Ceci dit, il a purgé sa peine. Il a fait 12 années de prison ferme, il a purgé sa peine, il doit retrouver ses droits juridiques et ses droits civiques. Ali Belhadj, il a une chose que je reconnais en lui, il croit en sa cause. Il a des valeurs. Mais Tcheresh, Ali Belhadj, je ne peux pas l'acheter comme certains anciens leaders du fisc qui ont été achetés avec des boutiques, avec des magasins, avec des supérettes, avec des logements, avec des lots-terrains. Ali Belhadj, il se bat pour ses idées. Même je ne partage pas du tout ses idées, mais je reconnais en lui le militant sincère. C'est un militant sincère. Je n'aime pas du tout son idéologie. Je lui reproche énormément de choses dans le déclenchement des événements de la décennie noire. Il a joué un rôle important, controversé, mais pour le moment, pour moi, il a été puni, il a purgé sa peine. Il doit retrouver sa liberté de parole, de mouvement, ses droits civiques et ses droits politiques. Et on n'a pas cet acharnement contre lui, il est tout simplement insupportable. Vous n'êtes pas très nombreux ce soir. Hein?
Ah, ما راكوش en forme اليوم. Sam, il demande pourquoi les Chaouis sont silencieux contrairement aux autres. J'entends rien. Sam, Sam, qu'est-ce qu'il demande, Sam? pourquoi les Chaouis sont silencieux contrairement aux autres? Les Chaouis sont pas silencieux, Sam. Je sais pas ce que tu as vu que les Chaouis n'ont jamais été silencieux. Les Chaouis, c'est comme tous les autres Algériens, les Gardaouis, les Bni Mzab, les Tlemceniens, les Tebessiens, les Tebessa, les Tebessiens, comment on appelle ça, les Kabyles, les Algérois, les Oranais, ils s'expriment pas, ils sont pas silencieux, ils s'expriment, ils sont indignés par la situation de leur pays, ils sont inquiets pour la situation, pour l'avenir de leur pays, et le pays, la région des Aurès, elle souffre. Betna, où je fais à Betna. C'est une ville aussi sous-développée que toutes les autres villes algériennes. Il y a les mêmes problèmes. Ils souffrent des pénuries, de la chute de la valeur du dinar, de la pauvreté, de l'inflation, de la misère sociale. Les Chaouis sont victimes, comme tous les autres Algériens et Algériens. Ils sont révoltés, comme les autres Algériens et Algériens. Violou, Ibtissam Hamlaoui. Wallah, ya Violou. Je vais vous dire la vérité. Anna Ibtissam Hamlaoui, c'est une énigme. J'ai l'impression qu'elle est plus puissante que le général Toufir, que Allah yarhamou Gaïd Saleh, que Allah yarhamou Khalil Nazar réunis. Je sais pas, mais c'est un complexe pour le régime Tebboune. Ma habouch yinihouha, khaifin minha, elle a des dossiers sur eux, elle a des preuves contre eux. Voilà, je dis, il n'y a que Madame Tebboune qui peut l'enlever. J'adresse un message à Madame Tebboune. Si elle m'écoute, je vais refaire une autre émission pour lui adresser un message. Il n'y a que Madame Tebboune qui doit intervenir en urgence. C'est la seule. D'ailleurs, moi je respecte. Madame Tebboune, elle est respectable. Elle est meilleure que son mari. Je vous dis la vérité. Je suis un détracteur de Tebboune. Mais Madame Tebboune, c'est une dame de très grande moralité, de très grande classe. C'est elle et seulement elle qui peut résoudre le problème d'Issam Hamlaoui. Parce que c'est elle et seulement elle qui peut exercer de l'influence sur Tebboune, son mari qui peut le convaincre, qui peut lui dire, Ya Rajel, ahcham shouya. Ahcham shouya, marakima hadik, de mœurs légères, avec tout ce qu'on sait sur elle, avec tout ce qu'elle a fait, avec tous les scandales qu'elle traîne avec derrière, vous la maintenez au pouvoir. C'est une insulte à l'Algérie. C'est une insulte à la femme algérienne. C'est une insulte à l'éthique. C'est une insulte à la droiture. C'est une insulte à la justice. Donc, Violou, nous continuons d'enquêter. Nous avons réalisé une émission récemment sur Ibtissam Hamlaoui où nous avons parlé du déclencheur de son scandale, Yassine Ben Chattar, qui est rentré en Algérie, qui a fait confiance au service secret algérien, qu'on lui a enlevé le passeport, on lui a retiré le passeport, et on l'a empêché de quitter le pays. Il ne peut pas quitter le pays, il est pris en otage. Cette émission d'ailleurs a beaucoup dérangé, et nous ferons d'autres émissions qui vont beaucoup déranger prochainement, on vous le promet. مرحبا بكم يا جماعة الخير أهلا وسهلا Azer Tazer, il dit la question qui se pose, est-ce que Tebboune a le pouvoir de la limoger? Je me pose la même question. Il a le pouvoir s'il le veut, il a vraiment le pouvoir. Il a vraiment du pouvoir. Est-ce qu'il a l'envie de la limoger? Est-ce qu'il a l'envie et comment parce que s'il la limoge, Tebboune, c'est ça son défaut. À chaque fois que nous dénonçons un haut responsable de son régime, un haut responsable de son gouvernement, il ne veut pas au départ céder aux critiques, céder à la pression et le relever de ses fonctions. Pourquoi? Parce que s'il le fait, et pour lui c'est une marque de faiblesse. Est-ce que je peux avoir juste de l'eau s'il vous plaît? De l'eau. Pour lui c'est une marque de faiblesse. Pour lui Tebboune c'est une marque de faiblesse. Ah, Abdou Sammar هضر على هشام على Ibtissam Hamlaoui ما نحياش. Il faut que Abdou Sammar se taise ou la Benzdera se taise. Ou la MLD et les autres se taisent pour que Tebboune limoge ou sanctionne un haut responsable. Tebboune, il a une ligne de conduite qui est tout à fait bizarre. C'est un trait maladif. Je ne sais pas pourquoi, comment on appelle ça. C'est un défaut que je n'ai jamais compris. Il ne veut jamais donner raison à la presse libre et indépendante, à l'opposition, à ses détracteurs, à ses contradicteurs, ou aux dénonciateurs de son régime. Non, il ne veut pas leur donner raison. Pour lui, l'enlever maintenant, attention, l'enlever maintenant, la kidnapper, la limoger ou la relever de ses fonctions, ce serait de donner raison, et vraiment de donner raison à ses véritables détracteurs. Voilà, donc il veut pas, il se dit, je pense, Tebboune essaye de lui trouver une voie de garage pour se débarrasser d'elle, mais il veut que la polémique cesse, il veut qu'on l'oublie, qu'on ne parle pas d'elle. Tebboune, il veut limoger
ou quand il veut sanctionner quelqu'un, c'est quand il veut lui. Il ne veut pas donner l'impression qu'il a agi sous la pression populaire ou sous la pression sous le feu des critiques, etc. Il pense qu'on lui force la main. Alors que nous, on ne lui force pas la main. Nous, on protège, encore une fois, l'intérêt général du pays. Oui, j'ai vu Master 94-200. Bonjour, avez-vous des nouvelles de Nasser Al-Jen? Aucune nouvelle de Nasser Al-Jen, toujours porté disparu. Et je vous ai expliqué la dernière fois, il a fait un deal avec le régime Tebboune. Il disparaît des radars, on lui fout la paix. Il ne parle plus, il ne révèle pas les secrets du régime de Tebboune. Et l'affaire Stein a été étouffée puisqu'on a sacrifié quelques hauts responsables de la Stein. Et on a sauvé les principaux parrains de la mafia des cigarettes, qui sont tous issus des familles de Tebboune, de Shengriha et de certains cercles très puissants du pays. Allez, vous êtes fatigué aujourd'hui, hein? Master, est-ce qu'il est en prison? Il est en Espagne du coup. Personne ne sait où est-ce qu'il est. Je ne peux pas vous donner une information que je n'ai pas confirmée. Master, pour être tout à fait sincère avec toi, je ne peux pas dire est-ce qu'il est en Espagne ou est-ce qu'il est en prison. Il est nulle part pour le moment. Il est nulle part. Il est dans un endroit indéterminé. Merci beaucoup pour la casquette Tazer. Merci beaucoup. Nous n'en avons aucune information de la part de Nasser Al-Jen. Tazer qui me pose une question très intéressante. Que fait-on du cas de Mohamed Ben Chennet, incarcéré pour une simple story? Wallah yatek saha ya Tazer. Wallah yatek saha. Personne ne parle de ce jeune chanteur. Pour une story très l'habs. Pour une story NS, personne ne s'est mobilisé pour lui. Alors qu'il est fils d'un grand chanteur, il est quand même une star de la comédie en Algérie. C'est un chanteur respectable. Franchement, j'aime bien son travail. La vérité, je le trouve pas vulgaire, je le trouve pas, voilà. Ça fait 3 mois, nous sommes l'un des rares médias qui ont parlé de lui. 4 ans de prison ferme pour un chanteur algérien à cause d'une story. C'était le 9 septembre 2025, début septembre. Personne n'a parlé de lui. Personne n'a parlé de Mohamed Ben Chennet. علاش واش دار الطفل هذا واش دار Vous savez c'est quoi la story? Je rappelle les faits. Il a fait une story زعما il est à Dubaï ou là il est à Alger avec son pied off يخرج Dubaï. قالوا له tu as humilié l'Algérie parce que dans ta story c'est avec ton pied que tu as écrasé l'image de Maqam Shahid. Vous êtes sérieux? Mais vous vous rendez compte la gravité de la débilité de cette affaire? C'est une story. Donc si je mets mon pied dans une vidéo où il y a un symbole de l'Algérie, ça veut dire que je suis en train de porter atteinte à l'Algérie. C'est grave. Mahgour. C'est vraiment, pour moi, durant cette année 2025, Mohamed Ben Chennet est le symbole de la hogra et de la persécution. Je dis bien de la hogra et de la persécution et du délire affolant de la justice algérienne. On a voulu faire de lui, comme il est connu, comme il est rayonnant, comme il est populaire, on s'attaque. Le régime Tebboune, il a une tactique très claire. Mettre en prison toutes les personnalités les plus populaires en Algérie pour terrifier et faire peur à la population algérienne. Comment vont réagir les gens? Ils vont dire, Mohamed Ben Chennet, il est en prison. Donc si Mohamed Ben Chennet, il est en prison, certainement, on va finir plus mal encore. C'est très grave. Il n'y a même pas eu de comité de soutien, rien. Les Algériens sont devenus indifférents, complètement indifférents. La prison, c'est totalement banalisé. Il à la prison. C'est grave, classe. Le pays est devenu une prison à ciel ouvert. D'ailleurs, on devrait rajouter l'image de la prison sur le drapeau de l'Algérie. Comme ça, classe. Comme ça, on est à un état carcéral. C'est vraiment grave. Merci Tazer pour ta question. Pourquoi Louisa Hannoun a le droit d'être raciste envers les Arabes? Je sais pas, mais où est-ce que tu as vu Louisa Hannoun? Moi, je ne l'ai pas vu raciste. Je sais pas. Où est-ce que tu as vu? Donne-moi un exemple, une déclaration, un propos. Où est-ce que tu as vu Louisa Hannoun, elle était raciste? Je comprends pas. Donne-moi un exemple concret. Je ne vois pas où Louisa Hannoun a pu être raciste, franchement. Alors, la relation Algérie-Maroc, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense beaucoup de bien, mais malheureusement, elle est
Elle est catastrophique, cette relation. Il n'y a plus de relation. Nous n'avons pas de relation Algérie-Maroc, il y a un conflit Algérie-Maroc. Il y a une guerre diplomatique, psychologique, politique, médiatique Algérie-Maroc. Mais franchement, il n'y a plus de relation. Il n'y a absolument aucune relation entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. C'est qu'il n'y a plus de... Justement, on doit renouer les relations entre les deux pays. Franchement, c'est malheureux. Le conflit algéro-marocain, c'est le conflit le plus absurde de l'histoire. Deux pays qui ont une histoire commune, une géographie commune, une langue commune, une religion commune, des racines culturelles, ethniques, sociologiques communes et des intérêts géopolitiques communs. Tous les deux affrontent le sous-développement et tous les deux sont confrontés aux mêmes défis: réchauffement climatique, ingérence étrangère, menace des crises financières, menace des crises énergétiques, menace par les mouvements terroristes. Ils ont tous les deux de quoi s'unir, de quoi se travailler ensemble, de quoi fusionner pour construire un avenir commun. C'est le conflit le plus absurde qui me déchire le cœur encore une fois. Ah là 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 là. Ah là, je peux pas dire que voilà, je vois mes amis marocains. Bien sûr, mes amis marocains, tout est à cause de l'Algérie. Il faut sortir de cette logique binaire. C'est un conflit beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, aux racines très complexes. Tout n'est pas de la faute de l'Algérie et tout n'est pas de la faute du Maroc. Le Maroc n'est pas non plus tout bien tout sucre. Soyons sérieux, mais on aura l'occasion d'approfondir ce sujet plus tard, je pense. Allez l'équipe, la Kouayanine ce soir. Voilà, la Kouayanine. Donc, à la fin d'année, on va vous laisser vous reposer un peu. Alors, le Izoran Temurth, tu dis quoi du journaliste français emprisonné et l'avancement de son affaire? Il n'y a pas d'avancement de son affaire. Il y a ses parents qui ont écrit officiellement à Abdelmajid Tebboune pour demander une grâce présidentielle. Et je pense que ce sera à l'issue de cette affaire, ce sera d'ailleurs une grâce présidentielle, que Abdelmajid Tebboune a décidé de prolonger la détention et de confirmer la peine d'emprisonnement de Christophe Glaise pour des raisons purement tactiques, machiavéliques et tactiques. C'est-à-dire pour l'utiliser comme otage, pour négocier sa libération avec les autorités françaises. C'est un otage, rien à dire. Et je vous rappelle, revoyez nos révélations sur Christophe Glaise que nous avons expliqué les dessous de son affaire. Christophe Glaise, son affaire, elle est très bête. Il n'y a pas d'affaire, Christophe Glaise. Christophe Glaise a haïlé son affaire. C'était, il y a de cela 11 jours, nous avons parlé de son affaire. Dans cette émission, le marque 500 € pour la famille Ibossé et Christophe Glaise. C'était le 5 décembre 2025. Revoyez cette émission, s'il vous plaît, elle est importante, mais vraiment importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'affaire Glaise. Qu'est-ce qu'on reproche à Christophe Glaise? C'est quand il a été arrêté. D'abord, il a été arrêté parce qu'il a été dénoncé par un indicateur à la police algérienne comme quoi il était en train de faire un livre qui va déranger l'Algérie. C'est le livre sur la mort de Albari Bossé, le fameux attaquant qui est mort en 2014. Albari Bossé, vous vous rappelez bien d'Albari Bossé, un grand joueur qui jouait pour la GSK, qui est mort dans des conditions atroces et dans des conditions très étranges. Il faudrait se rappeler de ce qui s'est passé avec l'affaire d'Albari Bossé. C'était en août 2014, dans le match USMA d'Alger-GSK. Ensuite, ils ont découvert dans ces échanges, dans ces smartphones, dans ces outils informatiques, qu'il avait rencontré le leader du MAC, Farhat Mahani, qui lui a donné 500 € pour aller au Cameroun. Il a donné à la famille d'Albari Bossé. Parce qu'il a couvert la CAN du Cameroun la CAN de 2021 qui a eu lieu en 2022, début d'année 2022. C'est ça l'histoire. Avec les gens du MAC, il a rencontré les gens du MAC pour prendre 500 € et l'a donné à la famille d'Albari Bossé. C'est tout. Il était en train de finaliser un livre sur Albari Bossé. Est-ce qu'il allait aboutir dans son livre sur des révélations explosives sur le rôle des autorités algériennes dans l'assassinat d'Albari Bossé? Je ne sais pas.
Personne n'a lu son livre, puis d'ailleurs lui, il n'a jamais confié les conclusions de son enquête, il était en train d'avancer sur ce livre. Sa famille, ils ont fait une lettre à Abdelmajid Tebboune dans laquelle ils ont dit que Christophe Glaise n'a jamais insulté l'Algérie ou proféré des critiques irrespectueuses à l'égard de l'Algérie ou à l'encontre de l'Algérie, et qu'au contraire, c'est un ami de l'Algérie, un grand amoureux de l'Algérie. J'espère qu'il sera libéré parce qu'il ne mérite pas d'être en prison. Il n'a rien fait de mal. Prendre 500 euros pour les donner à Albary Bossé et rencontrer le MAC en France, c'est pas un crime, parce que le MAC, s'il est reconnu comme mouvement terroriste en Algérie, en France, ce n'est pas un mouvement terroriste. Donc c'est malheureux ce qui se passe pour Christophe Glaise, et j'espère qu'il sera libéré comme tous les détenus politiques algériens, Abdelwakil Blam, Mohamed Tajadid, et les autres, dont je pourrais peut-être pas, la liste elle est longue, on va pas donner que des noms et oublier d'autres pour ne pas leur infliger cette injustice. Alors, Yakoto, est-ce que les Émirats ont sauvé le régime marocain en place? Je dirais pas ça, les Émirats n'ont pas sauvé le régime marocain. Le régime marocain n'a pas été dans une situation de menace de chute. Et le régime marocain, on a vu la dernière fois la génération Z marocaine, elle a vraiment perturbé les autorités marocaines, ça a ébranlé le Maroc, ça s'est calmé juste après. Les Émirats ont sauvé économiquement le Maroc, sont un allié de poids du Maroc et ont permis au Maroc de renforcer son leadership en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et ont permis au Maroc de renforcer ses investissements dans le Sahara occidental. Ils ont financé les efforts de guerre diplomatique et les efforts de guerre économique du Maroc contre l'Algérie. Ça, c'est vrai. Les Émiratis ont été d'un secours précieux du Maroc contre l'Algérie. Et la normalisation des relations politiques et diplomatiques entre le Maroc et Israël, c'était aussi, il y a de l'influence des Émirats derrière, et les Émirats Abu Dhabi, Tel Aviv, Rabat, depuis 2021, avec le forum du désert de Negev, c'est un axe géopolitique, géostratégique important. Et il y a un clan entre les Émirats, ils ont formé un clan, les Émirats Israël et le Maroc, un clan qui pèse dans la région. Ils n'ont pas sauvé le régime marocain, mais ils ont permis au Maroc de progresser, de réaliser ses chantiers, comme la Coupe du Monde 2030, le lobbying important autour de la question du Sahara occidental, le renforcement de la coopération, surtout au niveau de la coopération militaire. Les Émirats ont beaucoup aidé le Maroc à moderniser l'armée marocaine, à prendre des armes, ils ont donné des armes aux Émirats. Donc ça a été un soutien très précieux, mais pas un sauveteur. Faut pas exagérer non plus. Allez, je m'attends à coup fatigué ce soir. Hein. Ah, voilà, coup fatigué ce soir. Allez, نخليكم غدوة نخليكم تريحوا مليح. Kalinki, donnez-nous la preuve de tout ce que tu dis concernant les Émirats. Ah, les preuves sont là. Les accords de coopération, les dons des Émirats au Maroc, les investissements émiratis au Maroc, la présence émiratie dans les projets marocains au Sahara occidental, les échanges, les visites diplomatiques de très haut niveau entre les Émirats et le Maroc. C'est simplement, les preuves sont très nombreuses. Les Émirats ne cachent pas leur soutien au Maroc dans le conflit algéro-marocain. Ne cachent pas leur soutien militaire et financier et diplomatique au Maroc. Ça, c'est pas du tout, c'est un secret de polichinelle. Le roi du Maroc, il a été pas longtemps aux Émirats, juste après d'ailleurs la résolution sur le Sahara occidental du 31 octobre dernier. Avant cela, à la fin de l'année dernière, le roi du Maroc a passé ses vacances discrètement au Dubaï, à Abu Dhabi. Il a rencontré les dignitaires émiratis. Il y a une lune de miel, il y a une alliance stratégique entre le Maroc et les Émirats. C'est largement documenté, hein. D'ailleurs, c'est pas un problème. C'est pas que le Maroc et les Émiratis soient alliés, c'est pas un problème en soi. Moi, j'ai pas dit que c'était mauvais ou que c'était problématique ou que c'était. J'explique juste la réalité des choses et je donne juste la réalité des événements. Est-ce que le port d'Alger est toujours sous la gérance de Dubai World? C'est une très bonne question, mon cher ami. C'est une très bonne question. Et normalement, oui, mais il y a des vérifications. Laissez-moi vérifier cette question et je vous le dirai. C'est une très bonne question parce que Dubai World, c'était eux qui géraient l'aéroport d'Alger. Le port d'Alger, pas que le port d'Alger. Ils avaient la gestion de plusieurs ports.
On va lancer une enquête là-dessus. Effectivement, c'est un terminal Yakoto, effectivement. C'est un terminal conteneur. C'est un terminal. La concession a été obtenue en 2008. Elle court jusqu'en 2038, le contrat. Donc, c'est un contrat qui a été signé pour tant longtemps depuis 2008. Donc, il y a un terminal du port d'Alger. Il y a une joint venture avec l'entreprise portuaire d'Alger. Le terminal s'appelle toujours DP World Al Jazeera. Et malgré les mauvaises relations entre l'Algérie et les Émirats, la gestion d'un seul terminal, un terminal à conteneurs, est toujours maintenue, est toujours entre les mains des Émiratis avec les Algériens. On ne peut pas faire une rupture unilatérale du contrat, sinon les Émiratis vont saisir vont aller en arbitrage international, donc devant une cour d'arbitrage international, et ça, l'Algérie va payer très très cher. Donc voici la réponse, mais c'est un bon sujet d'enquête, parce qu'on a beaucoup parlé de la STIME, concernant les relations algérie-émiraties, mais on n'a pas suffisamment parlé du port d'Alger et des investissements émiratis dans le port d'Alger. C'est un très bon sujet, merci de nous l'avoir fourni. Mehdi Ghazal, Liberté. Mehdi Ghazal, c'est un phénomène. Moi, j'ai jamais vu un phénomène équivalent. On allait parler de lui aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, il y avait des sujets beaucoup plus importants. Vous avez certainement vu ce qu'il avait. Il a envoyé des vidéos de lui à un média propagandiste lié au régime Tebboune qui s'appelle ZehelTube. Et dans ces vidéos, on le voit en train de se plaindre de ce qui lui arrive à chacun de ses passages dans les aéroports parisiens, notamment au niveau de l'aéroport Orly. Comme il est fiché S, il est retenu. Donc je ne vois pas où... Ouais, il se filme comme ça, il prend le téléphone, il regarde à la part française. On vive Tebboune, etc. Il fait de la comédie. C'est un comédien, ce monsieur. Franchement, il aurait dû faire du théâtre. S'il avait fait du cinéma, il aurait été un grand comédien. Il aurait été un grand acteur. Il aurait réussi une belle carrière. Mais la politique ne lui réussit pas. Vraiment ne lui réussit pas. Et comme l'Algérie est un pays de médiocres, comme il n'y a pas d'élite, comme il n'y a pas de... Comment dirais-je comme il n'y a pas de parti politique crédible, comme la scène politique aujourd'hui, elle est peuplée de clowns et de chiétines, etc., bon, des gens comme Mehdi Ghazal prospèrent, ils s'épanouissent, ils montent en puissance, etc. Et parce qu'ils ont, encore une fois, profité du vide politique. Et lui, dans ses vidéos, alors comme on a dit que c'était une fake news, qu'il a menti à la PS, qu'il avait manipulé la PS, qu'il n'a jamais été arrêté ou placé en garde à vue, en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié des vidéos où il se faisait soi-disant harceler au niveau des aéroports parisiens. Alors que quand on est fiché S, on n'est pas du tout harcelé, on est juste retenu, ce qui est normal. Tu as une fiche S, la police te retient pendant une demi-heure, une heure, elle te pose des questions, pourquoi tu viens en France, qu'est-ce que tu viens faire, etc. Parce que tu es placé sous surveillance des autorités et des services de sécurité, comme tu es fiché S. Donc ouais, il essaye de faire le martyr, de jouer au Zorro, le héros algérien opprimé en France, le héros algérien qui affronte la France. Alors que toute sa fortune, elle est basée en France. Alors qu'il a fait tout son argent en France. C'est un comédien, si vous voulez dire. C'est le pur produit de la médiocrité politique actuelle ambiante en Algérie, Mehdi Ghazal. C'est un véritable comédien, pour ne pas dire autre chose, parce que j'aurais pu dire que c'était un escroc. Mais bon, ça, on est en train d'enquêter toujours sur ce personnage, et on reviendra sur lui avec de plus amples précisions. Est-ce que c'est vrai, Mouhalaïb, que le général Hassan sera remis en retraite ou sera mis à la retraite? Non, pas du tout. L'information est une fake news pour le moment. Elle est mensongère. C'est une rumeur qui se propage sur les réseaux sociaux et qui n'a jamais été confirmée et qui, pour le moment, elle est totalement infondée. Ceci dit, le général Hassan est âgé, comme la majorité de tous les dirigeants algériens. Un jour ou l'autre, il devra bel et bien partir à la retraite. Alors, Azer Tazer qui me dit « Pourquoi tu n'animes pas une conférence à Paris? Pourquoi tu ne te lances pas en politique ?» Ah, Azer Tazer, je suis journaliste. On ne peut pas tout faire. Toi qui aimes les casquettes, j'ai qu'une seule casquette. C'est la casquette du journalisme. Rappelez-vous, à la veille des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, nous avons lancé un programme que nous n'avons pas pu maintenir parce qu'il fallait qu'on fasse un plateau de débat, etc. sur les élections présidentielles. C'était moi président. Abdou, moi président. Et je devais jouer le rôle d'un candidat aux élections présidentielles qui propose des solutions et un programme politique aux Algériens et aux Algériens. Je n'ai pas pu tenir parce que vraiment on a beaucoup de travail. Il faut savoir qu'à Zatazer, on n'est même pas une petite équipe. Il y a moi et quelques-uns de mes proches qui m'aident.
Mais franchement, c'est beaucoup de travail de faire des émissions, préparer, aller faire des... Et la politique, c'est pas mon rôle. Mon rôle d'être journaliste et d'informer, de décrypter, d'offrir et de proposer une information libre et indépendante et viable. Par la suite, si la situation dans notre pays, merci pour la casquette Tazer, c'est par la suite la situation du pays se libère et les langues se délient et que je peux rentrer dans mon pays, pourquoi pas? Oui, j'aimerais bien m'investir et proposer, construire une alternative et proposer un projet de société pour mon pays. C'est parmi mes ambitions. Mais pour le moment, la mission du journalisme que j'exerce me demande beaucoup de temps et me prend beaucoup de temps. Et le combat que je mène en ce moment, c'est le combat de l'information. Parce que sans information libre et indépendante et fiable et confirmée, il ne peut pas y avoir ni de débat politique, ni de débat démocratique, ni de changement démocratique, ni un changement politique. L'information, c'est l'oxygène de tout changement, de toute réforme, de toute bonne gouvernance. Quand dans un pays, la bonne et la vraie information ne circule pas ou n'est pas disponible, c'est un pays qui ne peut pas se développer. D'ailleurs, regardez, tous les pays riches et les pays développés, ce sont des pays où l'information, la presse, elle est libre et indépendante. Alors, j'ai vu une question très intéressante. Salam Abdou, qui est le plus responsable de la mauvaise relation Maroc-Algérie, selon toi? L'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, l'arrivée de Saïd Chengeli à la tête de l'armée nationale et populaire, et ces deux personnes ont identifié une stratégie qui est de se créer un ennemi extérieur pour étouffer le Hirak, étouffer l'opposition algérienne, étouffer toute contestation populaire en utilisant un ennemi extérieur contre lequel il faut se mobiliser et s'unir afin de justifier la persécution, la répression et l'étouffement des libertés publiques individuelles. 1. Deuxième responsable, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Israël et la conclusion d'un accord militaire. En novembre 2021, entre le Maroc et Israël, ça a été vécu comme une menace directe contre l'Algérie et contre sa sécurité nationale et une rupture d'équilibre entre l'Algérie et le Maroc dans la région. Et ça a aggravé, je dis bien, ça a aggravé la détérioration des relations politiques, économiques et diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Et 3, les mouvements de reconnaissance envers la marocanité du Sahara occidental ou les reconnaissances envers de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ont isolé le régime algérien et en s'isolant, le régime algérien est devenu de plus en plus agressif, de plus en plus teigneux et belliqueux et ça a aggravé les relations entre les deux pays. Donc, ce sont les 3 principales raisons qui sont pour moi responsables. L'avènement d'un nouveau régime très autoritaire et tourné vers très répressif et qui est inquiet et qui faisait face à une contestation populaire puissante. Il fallait donc utiliser le Maroc, la figure du Maroc comme ennemi extérieur. Et la normalisation des relations avec Israël, elle y est pour beaucoup. Franchement, elle n'a pas du tout aidé. Elle a même aggravé la situation. Et à cela, il faut ajouter quand même aussi, comme je disais, la question du Sahara occidental et la dynamique autour de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Un livre à écrire, Abdou, absolument violent, absolument, j'y compte beaucoup, j'ai vraiment envie de faire un livre, franchement, et j'espère pouvoir le faire, mais vraiment. Ah, il y a une question, Naya. Abdou, y a-t-il des informations que tu n'as jamais voulu divulguer? Bien sûr. Il y a des informations très dangereuses, ou des informations qui nécessitent beaucoup de recoupements, que nous n'avons pas pu recouper, que nous n'avons pas pu vérifier à 100%, des documents que nous n'avons pas pu authentifier avec une rigueur absolue, bien sûr. Il y a toujours des informations que nous refusons de divulguer parce que le processus de vérification n'avait pas abouti ou n'a pas été encore complété, ou des informations qui ne peuvent pas être dites maintenant. Il faut attendre le contexte opportun pour les sortir. Vous savez, le journalisme, des fois, quand on fait du journalisme face à un régime dictatorial et totalitaire, quelquefois on est comme un guerrier qui lutte, qu'on fait comme de la résistance, qui, lors de la résistance, on ne sort pas toutes ses armes, on n'utilise pas toutes ses cartes d'un coup, on laisse quelques cartouches en économie dans la poche, comme ça on pourrait les utiliser.
Pourquoi la Russie? Ça, on en a déjà parlé de ça, ce sujet. Allez, je mets encore quelques questions et on termine ce live à minuit pile. À minuit pile, on va aller se reposer. On vous laissera vous reposer. Axel Amazir n'a pas pu être là avec nous parce que certainement il a travaillé le matin. La prochaine fois, on va commencer un peu plus tôt. Aujourd'hui, on n'a pas commencé tôt. On avait fait plusieurs émissions. De toute façon, l'intégralité de ce live et tous les échanges qui ont eu lieu entre moi et vous seront publiés intégralement sur notre chaîne YouTube. Pourquoi la Mecque en arrière-plan? Parce que c'est un joli tableau. Parce que regardez, j'ai le sapin et j'ai la Mecque. La diversité, ça incarne la diversité culturelle pour laquelle je lutte. Et ça incarne la véritable identité de l'Algérie. L'Algérie était chrétienne bien avant qu'elle soit musulmane, et aujourd'hui elle est musulmane, et son identité musulmane ne peut pas écraser son passé chrétien. C'est ce mélange, cette mixité culturelle et spirituelle pour laquelle je me bats et qui est pour moi une force et un atout majeur pour le développement de notre pays. Voilà Shahinaz, pourquoi la Mecque derrière et pourquoi le sapin derrière. Et parce que j'aime l'islam autant que la foi chrétienne et que je célèbre toutes les fêtes. Même les fêtes, j'aime les fêtes. Même les bouddhistes, quand ils font des fêtes, je suis là. Le nouvel an chinois, le nouvel an perse, le nouvel an juif, le nouvel an musulman, le nouvel an chrétien. Je fête toutes les fêtes parce que j'aime la fête. Et c'est grâce à la fête ou aux fêtes qu'on peut se rassembler, qu'on peut tout partager et qu'on peut aller vers le meilleur dans la vie. Alors, raisonnable 100%. Cite nos 3 personnes pour présider l'Algérie. Oui, Ali Rderi, il peut présider l'Algérie. Ramtan Lamamala, Bourkadoum. Ce sont pour moi les 3 personnes qui sont capables aujourd'hui de diriger l'Algérie et qui feraient beaucoup mieux, mais vraiment qui feraient beaucoup mieux que Abdelmajid Tebboune. 3 personnes. Il pourrait y avoir d'autres personnes, mais c'est les 3 personnes qui me semblent aujourd'hui les mieux outillées, les mieux formées et qui sont prêtes à vraiment prendre le pouvoir et à assurer une transition. Tsunami, c'était sur la reconnaissance du Trump en 2020 de la Marocanité du Sahara. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Est-ce que tu veux des précisions ou tu as une question bien précise? Kamlaj, d'où viennent tes infos? Je vais dire d'où viennent mes infos, de sources bien placées au sein des institutions les plus importantes du pays et des sources sécuritaires, politiques, des experts économiques, etc., des décideurs qui nous sommes très proches de leur entourage et qui nous donnent des informations importantes. Je ne peux pas dévoiler mes sources, Kamlaj. Sauf si tu veux ruiner mes sources et leur causer des problèmes. Alors, est-ce que... Dora, aujourd'hui, la fin des 60 jours, Zama ultimatum Maroc-Algérie et rien, un commentaire. Non, Dora, je pense qu'on a déjà répondu à cette question hier. Il n'y avait pas d'ultimatum. Il y avait une annonce qui a été faite par 2 conseillers de l'administration Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui avaient expliqué que les États-Unis d'Amérique travaillent sur un plan pour régler le conflit algéro-marocain dans les 60 jours à venir. Voilà. Witkoff, attendez. Et en ce moment, on a répondu, on a expliqué, que les États-Unis d'Amérique sont mobilisés essentiellement sur la question de l'Ukraine, qu'il y a une concentration, qu'il y a une mobilisation de toutes les énergies de l'administration américaine actuelle pour résoudre le problème de l'Ukraine et le conflit russo-ukrainien. L'objectif des États-Unis d'Amérique est, encore une fois, de conclure, d'imposer un accord de paix avant la fin de l'année 2025 et de ramener la paix en Europe et de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine pour tourner la page. Je pense que c'est pour cette raison que le conflit algéro-marocain a été relégué au second plan par l'administration américaine qui a d'autres chats à fouetter parce que la question ukrainienne et le problème russe sont des dossiers beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus sensibles pour l'administration américaine. Et Dora, je te renvoie vers notre live d'hier que nous avons diffusé sur notre chaîne YouTube où nous avons parlé de cette question. Tu es la bienvenue sur notre chaîne YouTube aussi.
Allez, je m'arrête le encore quelques questions. Dans 8 minutes, on finit le live. Noël est contraire à la foi islamique. Atteina que recobloction. Bah, donne-moi une sourate, un hadith, une preuve dans le Coran ou dans la tradition du prophète qui nous dit ne fêtez pas Noël. C'est tout. Absolument. Dis-moi juste une preuve. Donnez-nous une preuve. Quelque chose qui relève du texte coranique ou de la tradition du hadith, etc., qui nous interdit de célébrer Noël. J'attends. Halimi Rachid, que penses-tu du mouvement des athées algériens? Je les aime bien, moi, les athées algériens, je les encourage et j'espère qu'ils pourront profiter de leur liberté de conscience en toute quiétude le plus longtemps possible. Je les défendrai dès que leur liberté de conscience est menacée ou remise en cause. Mauritanus, non, ne crois-tu pas que ce régime reste totalitaire de peur de l'islamisme? Aussi, oui. Aussi, je suis d'accord avec toi, c'est possible, c'est complètement envisageable, mais l'islamisme aujourd'hui ne représente pas un danger majeur, au contraire. L'islamisme, il a été utilisé aussi par le régime algérien comme un épouvantail. C'est très bien, regardez le Badissien au Vambaria, c'est quoi? C'est des islamistes déguisés. C'est des islamistes-là et des islamistes qui ne s'assument pas et qui se disent islamo-nationalistes. Ils sont islamo-conservateurs, mais islamo-nationalistes. Ils se cachent derrière le nationalisme, derrière le conservatisme, pour ne pas dévoiler leur véritable visage. Mais le régime algérien les utilise. Le régime algérien, regardez comment il a utilisé le mouvement Rached comme prétexte pour une répression généralisée, une persécution généralisée des libertés publiques et individuelles. Regardez comment il a diabolisé le mouvement Rached, comment il a utilisé comme ennemi extérieur, connecté à des puissances étrangères pour justifier l'instauration d'un ordre dictatorial. Donc, il n'est pas totalitaire de peur de l'islamisme. Au contraire, il utilise l'islamisme, Mauritanus, il utilise l'islamisme pour rester totalitaire, pour demeurer totalitaire. Ça, c'est très différent. Azer Tazer, c'est la solution venue d'une opposition forte et organisée à l'étranger. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. La solution pourrait venir d'une opposition forte et organisée à l'étranger. Absolument. Absolument. Mais faut-il encore que l'opposition s'organise? Faut-il encore que l'opposition se structure? Il faut-il qu'elle soit aussi d'accord autour d'une feuille de route? Faut-il qu'elle soit aussi sûre d'elle-même, confiante? Mourad Bijou, pourquoi les autres ministères poussent Ayoud malgré son échec au ministère du Transport? Parce que c'est l'homme de confiance de Tebboune, parce qu'il devait d'ailleurs être au ministère de l'Intérieur avant d'être au ministère des Transports. Le ministère des Transports, c'était juste parce qu'il ne pouvait pas enlever l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, donc Hachmo. Brahim Rad, c'est lui qui a dirigé la campagne électorale, donc Tebboune ne pouvait pas le relever rapidement de ses fonctions. Et alors que le poste de Saïd Sayoud, dès le départ, il devait être le ministère de l'Intérieur. Pas le ministère des Transports. Et le ministère des Transports, il faut dire la vérité, il est déglingué, déstructuré bien avant Sayoud. Il n'a jamais été en bon état, le ministère des Transports. Et encore une fois, il y a des problématiques. Le ministère des Transports, il est complètement dépendant de la politique économique du pays. S'il n'y a pas de bus modernes, si l'Algérie ne produit pas de bus, et elle n'importe pas les bus, elle ne produit pas les pièces détachées, elle n'importe pas les pièces détachées, comment voulez-vous que le secteur des transports se porte bien, ou se porte mieux? Ma'andou m'a aidé le ministère des Transports. Ma'andou m'a aidé. Il est prisonnier, il est otage d'une politique économique qui le dépasse. Alors, Rocobloction, il nous cite un hadith. Lorsque le messager d'Allah arriva à Médine, les gens, il y avait 2 jours pendant lesquels ils s'amusaient, rapporté par Abu Daoud. Je vois pas, elle est où l'interdiction de Noël dans ce que tu dis? Lorsque le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrive à Médine, les gens y arrivent, il y avait 2 jours pendant lesquels ils s'amusaient. Mais où est la relation avec l'interdiction de Noël? J'aimerais bien que tu nous expliques. Mauritanie, ce régime est sûrement à la solde d'une force étrangère. Laquelle? Non, il n'est pas à la solde d'une force étrangère, il compose avec des forces étrangères. Il utilise des forces étrangères pour renforcer sa domination sur le pays. Oui, mais il n'est pas directement à la solde d'une force étrangère.
c'est un pouvoir belge, parce que ça, c'est un prétexte que les Algériens et Algériens, parce qu'ils sont impuissants à changer le régime de leur pays, parce qu'ils ont été incapables de le changer, de le déboulonner, de le faire partir, à Maqdana Rouge, parce qu'il est à la solde d'une puissance étrangère. C'est un régime qui émane directement de l'abysse de la société algérienne. Il reflète les errances, il reflète les faiblesses, il reflète les défaillances, il reflète les vices de la société algérienne, ce régime. Mais il compose avec des puissances étrangères, effectivement, pour demeurer, comme tous les régimes dictatoriaux. Encore 2 minutes. Allez, mesdames et messieurs, 2 minutes encore, 2 minutes, allez. On a parlé de tout ce soir, de Noël, de l'islam, de l'athéisme, de la Russie, du Maroc, de Tebboune, de Shangri-La, de Mehdi Ghazal. C'est très passionnant de discuter avec vous. On aborde tous les sujets. Tous les sujets. Yakoto, quelle est la relation actuelle avec la Chine et la Russie et qui pourraient être les nouveaux alliés? Nous sommes plus que jamais isolés, Yakoto. Tu le sais très bien. Tu parais bien informé. Les investissements chinois ont boycotté l'Algérie, ils ont boudé l'Algérie. Il n'y a plus d'investissements chinois importants. Tous les projets qui ont été confiés à la Chine tournent au ralenti. Les Chinois ne sont plus les maîtres du PTP algérien. Les projets du phosphate que les Chinois devaient réaliser n'a pas été fait. À Rajbilet, les Chinois essayent de bénéficier de ce méga projet, mais n'apportent pas une nouvelle technologie. Ils n'investissent pas leur argent. Les Chinois ne mettent plus un centime en Algérie. Déjà, avant, ils ne mettaient pas beaucoup d'argent et ils prenaient que des marchés publics. Là, non seulement ils ne prennent pas des marchés publics, quand même, avant, ils ont fait un cadeau à l'Algérie. L'opéra d'Ouled Faïd, c'était un cadeau de la Chine à l'Algérie. Je ne fais un mot. Les Chinois voulaient faire un autre cadeau à Barraqi, construire un grand centre sportif et culturel. Ça n'a pas été fait, mais déjà les Chinois ne prennent plus de marché public, ils ne veulent plus investir en Algérie. Les Russes, relation totalement superficielle qui se résume à la coopération militaire. Les nouveaux alliés, pour le régime Tebboune, il n'y a que 2 alliés, le Qatar et la Turquie. Ce sont les seuls alliés de Tebboune. Ce sont les seuls pays avec lesquels ils s'entendent. L'Italie, c'est pas un pays allié, c'est un pays ami. Il y a une différence entre un pays allié et un pays ami. Un pays allié, c'est un pays qui partage les mêmes agendas, les mêmes intérêts politiques, qui s'engage avec toi dans des investissements stratégiques, dans des manœuvres politiques ou diplomatiques pour réaliser des buts communs. Un pays ami, c'est juste ami, une amitié historique, une amitié culturelle, une amitié traditionnelle, une amitié qui date de plusieurs années, de bonnes relations économiques, de bonnes relations de voisinage. C'est complètement différent. L'Italie est une amie, c'est pas un allié. L'Italie ne couvre pas ou ne soutient pas toutes les positions diplomatiques du régime algérien. L'Italie ne cautionne pas toutes les pratiques du régime algérien. L'Italie n'a pas les mêmes agendas politiques que le régime algérien. Donc, mis à part la Turquie et le Qatar, il n'y a aucun autre allié actuellement. Merci à Koto, merci tout le monde. Il est minuit 1 minute. C'était donc un live. Peut-être c'était pas le plus spectaculaire de nos lives, mais c'est pas grave, on a été là au rendez-vous, beaucoup d'entre vous ont été là au rendez-vous. Je les remercie énormément, merci pour vos questions, merci pour ces moments d'échange, merci pour votre générosité, pour votre engagement, merci beaucoup pour votre amitié et pour votre soutien. Merci à Azertazia pour ta question. Est-ce que je vais être le leader de cette opposition que nous serons des milliers à te suivre? Pour le moment, réussissons d'abord le combat journalistique. On verra de quoi sera fait l'avenir. Bien sûr, cet échange et l'intégralité de ce live sera sur YouTube, sur notre chaîne YouTube dès demain matin. N'hésitez pas à le suivre, à le commenter, à le partager. Merci à vous, Rabte Ratati, et bonne nuit.